Tout va bien pour vous? Ça va? On est bien? On finit la journée ensemble. Ça me fait vraiment super plaisir. Je suis très content de clôturer cette session d'Inbound Marketing France 2023 sur un sujet, je pense, qui bon, il fait couler beaucoup d'encre et j'aimerais qu'on ait un échange tous ensemble pour bien comprendre ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a peut-être de moins bon aussi à prendre, quels sont les écueils aussi à éviter avec ces nouvelles technologies qui sont partout. Euh, je pense que c'est important que vous puissiez poser beaucoup de questions pour repartir dans vos entreprises avec aussi un point de vue, un avis, des choses un peu nouvelles pour faire réagir aussi au sein de votre entreprise vos collègues, vos collaborateurs, peut-être votre patron aussi, parce que je pense que c'est important que tout le monde en parle, débatte et ait un point de vue. Pour faire cet échange, je ne suis pas venu tout seul. J'ai deux super invités. La première, elle s'appelle Lisa Froment. Elle est professeure titulaire à l'Université de Rennes, professeure d'informatique. Elle est aussi chercheuse en intelligence artificielle. Et puis le deuxième invité, non des moindres, Xavier Pollic. Il est CEO et cofondateur de Gwek Quanti. C'est un entrepreneur, expert du marketing B2B et qui est basé sur les technologies et l'IA. Donc on s'est dit, avec Michel et les organisateurs, ça serait intéressant d'avoir cette confrontation, ces échanges. Pour prolonger le décor, je vais vous demander à l'un et à l'autre d'essayer de définir, alors je pourrais le faire, mais c'est plutôt à titre personnel pour ma maman, qui fête aujourd'hui ses 79 ans. Si vous deviez expliquer, c'est vrai en plus, c'est ce 13 juin, voilà, si vous deviez expliquer à ma maman de 79 ans ce que c'est ChatGPT, qu'est-ce que vous lui diriez? Je vous donne un élément de contexte, je prépare le prompt. Elle est passée du Minitel à l'iPad sans passer par le PC. Je sais qu'elle est chanceuse. Qu'est-ce que tu lui dirais, Elisa? Alors, Alors, il est bon. c'est bon. Vas-y. C'est bon, vous m'entendez bien, oui. Donc, je lui dirais, imagine une boîte un peu idiote avec des capacités de mémorisation, ou au moins un mécanisme de mémorisation, à qui on donne à lire des milliards de textes dans toutes les langues, de tout type de textes, de la poésie, des programmes informatiques, enfin tout ce qu'on peut lire sur Internet et partout ailleurs. Et qui, donc, on lui dit ça, et en fait, on lui apprend jamais à parler, on lui apprend pas ce que c'est que le langage, on lui apprend pas la sémantique, on lui apprend pas le sens des mots, mais on lui fait lire ça, et puis de ça, lui, il apprend un peu à parler, mais il apprend pas à parler en sachant ce qu'il raconte, il apprend à parler dans le sens où il a compris comment se construisait une phrase typique et comment mettre des mots les uns à la suite des autres. Et donc, c'est une machine à mettre des mots les uns à la suite des autres de manière assez Donc on a inventé une incroyable. machine, on lui pose une question et c'est un perroquet, c'est ça à peu près? C'est Quelque chose comme ça. quelque Si, chose pour comme ça? pour ta J'essaie mère, de faire court pour ma on maman va parce que super. bon, Là. sinon tu l'as perdu. Xavier, de ton côté, autre challenge parce que Elisa a posé un premier terrain, ma mère était un peu perdue. Qu'est-ce que tu lui disais à maman? Et alors, à ta maman, je lui dirais, en fait, en se plaçant du point de vue plus d'elle-même, en disant que elle a connu, tu as dit, l'iPad, Le Internet. Minitel, Donc, ouais. ça veut dire qu'elle connaît un peu l'Internet, Ouais. elle connaît un peu Google, dans lequel, quand elle avait besoin d'informations, il fallait qu'elle pose une question. Et puis Google, il lui répondait plein de possibilités, puis il fallait qu'elle choisisse elle-même laquelle allait lui correspondre, puis il fallait qu'elle clique, qu'elle lise, tout ça, c'était très compliqué. Et finalement, on lui a inventé une assistante, comme si elle avait une assistante virtuelle qui va faire ce travail à sa place. Et plutôt que de lui laisser choisir, en fait, elle va poser une question à son assistante, comme si elle avait, voilà, à demeure, une assistante avec laquelle elle va interagir en lui posant des questions, comme à une personne, et elle va lui répondre comme à une personne en ayant trouvé de l'information. Et cette personne, elle est douée, effectivement, comme l'a dit Elisa, d'une mémoire fantastique. Elle a accès, on va dire, à l'Internet. Et elle est même capable de soutenir une conversation, d'inventer des choses, d'écrire des poèmes. On peut voilà, ça va être, j'imagine, pour une personne âgée, son meilleur compagnon. Et attention à ce qui se passe en Chine avec la dépendance à des avatars basés sur ChatGPT, que ça ne devienne pas, finalement, son compagnon. Merci à tous les deux. Alors maman n'est pas âgée, elle a beaucoup d'expérience, c'est peut-être une différence. Pour l'un et pour l'autre, j'aimerais vous demander quelle est la bonne question à se poser quand on parle des intelligences artificielles génératives. Xavier, puis ensuite Elisa.
La bonne question à se poser, finalement, en tant qu'utilisateur, c'est finalement à quoi ça va me servir. On a bien compris qu'il y avait quelque chose d'un peu, peut faire un peu peur d'ailleurs, une espèce de puissance intellectuelle avec laquelle à laquelle on peut avoir accès. C'est finalement, et notamment dans un contexte qui est le mien, c'est-à-dire dans les entreprises, à quoi bon ça peut me servir? Qu'est-ce que ça va me faire gagner au quotidien? Et quand on aura répondu à cette question, déjà on aura un peu moins peur voilà, de cette interaction pour l'instant un peu brute. Et je pense que le futur de l'IA, on va y revenir, c'est pas ChatGPT tel qu'on le connaît, pour moi c'est vraiment le niveau zéro. Ça va être une interaction avec l'intelligence dont on n'aura même plus conscience. On ne passera plus par une boîte de chatbot. On va avoir de l'IA en permanence intégrée à nos outils. Autour de nous. Elisa, de ton côté, la bonne question à se poser quand on parle Ah, des IA j'aime gènes. bien la réponse là. Mais en fait, plutôt que de se dire à quoi ça peut bien me servir, j'aurais aimé dire à quoi ça peut bien servir ou comment Ouais. ça peut bien marcher. Mais en fait, ça revient un peu à sa réponse. Donc, je crois que ça D'accord. me va Bon, bien alors moi, comme je ça. te pose la question vers à moitié plein, même si, bon, voilà. Euh, Comment on peut utiliser ChatGPT de la bonne façon, de la bonne manière? De la bonne. De la bonne, ouais. Après, on verra la mauvaise, mais de la D'accord, bonne ok. façon. De la bonne façon, comme un assistant d'écriture, je trouve. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il sait faire le mieux, c'est générer du texte qui n'a pas forcément vocation à être vrai. Mais par contre, comme c'est un peu un résumé, si vous voulez, de l'intelligence commune, de tout ce qui a été écrit, et globalement, en fait, même les choses qui ont été mal écrites, comme elles vont être en minorité. Ah non, pardon, je ne devrais pas dire ça. Disons que voilà, ce sera un résumé de tout ce qu'on a pu écrire et que du coup, ça fait des belles phrases dans les langues qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc, si vous voulez écrire un joli texte en anglais, que vous savez ce que vous voulez lui faire écrire, faites-le écrire par ChatGPT. Ce sera mieux que tout ce que vous pourrez faire, mieux qu'une traduction par DeepL ou de tout ce que vous voulez utiliser comme outil. Donc, pour en fait générer du texte, pour être un assistant d'écriture, je pense que c'est une très bonne manière d'utiliser ChatGPT. Alors, on dit ChatGPT, il a une capacité à répéter des erreurs. La Terre est plate. S'il a trouvé que quelque part la Terre était plate, il peut nous dire que la Terre est plate. Et puis à halluciner aussi parce qu'il cherche toujours à donner une réponse. La mauvaise manière de se servir de ChatGPT. Toujours pour moi? Toujours pour toi, Ok. après, on va poser une question à Xavier. Pour moi, il ne faut pas demander. En fait, je pense qu'il ne faut pas poser des questions à ChatGPT. Poser des questions qui attendent une réponse nette, précise. Je pense que c'est pas fait pour ça. En fait, il n'est pas créé pour ça. Il est fait pour créer des suites de mots les uns après les autres qui n'ont pas forcément de sens. Encore une fois. Donc, il se trouve qu'ils ont un certain sens parce que ce sont des mots qu'on a souvent vus les uns après les autres. Mais ce n'est pas fait pour donner des réponses. Et souvent, il va effectivement halluciner des réponses. Donc il ne faut pas du tout s'en servir comme on se sert de Google, c'est ça? Non, c'est pour ça que j'ai un peu tiqué tout à l'heure, en fait, pour l'explication à ta mère. En fait, tu peux lui dire ça, ça donnera une compréhension un peu. Mais je pense que si on se sert de ChatGPT comme on se sert de Google, on va dans le mur. Xavier, on est ici avec des pros du marketing. Beaucoup font du B2B. Plateforme marketing B2B et IA, c'est le combo gagnant aujourd'hui? Oui, parce que si on écoute par exemple Gartner, avec lequel on a eu la chance d'interagir, explique que pour eux, l'IA va s'imposer ou commence par s'imposer sur des métiers marketing, parce que ce sont ceux sur lesquels il y a un besoin d'écriture, justement de messages, et qu'on n'est pas bon à écrire des messages, notamment des messages divers. On n'est pas bon à décliner un message sur de différentes cibles, et pourtant c'est ce qu'on aimerait faire et ce qu'on nous recommande ou on a appris à faire. On voudrait faire quasiment du marketing one-to-one, donc parler le message qui s'adapte à chacun de nos prospects dans son référentiel à lui. Mais nous, humains, qui avons appris, qui avons des biais, on n'est pas capable de faire ça. Et ce que fait très bien ChatGPT, c'est justement, tu l'as dit, écrire ou décliner un message qu'on a déjà, on va dire, défini, ou avec peut-être quelques informations, de le rédiger de manière extrêmement puissante dans n'importe quelle langue et pour n'importe quelle cible. Et nous, la manière dont on fait utiliser l'IA à travers notre plateforme marketing, c'est on va obliger nos clients à définir à qui ils veulent parler.
ce qu'on oublie souvent quand on rédige des messages marketing, c'est un champ obligatoire, on va dire, pour provoquer une demande de rédaction par l'IA. On considère que c'est la bonne manière de faire, c'est obliger l'IA à contextualiser. Et c'est ce qu'on ne sait pas faire, nous, bien humains, qui nous prend du temps. Comme on n'a pas le temps de le faire, on ne le fait pas. Et comme on ne le fait pas, ben, on a des messages génériques qui s'envoient à tout le monde et on fait du mauvais marketing. Donc pour nous, l'IA, c'est peut-être, si c'est bien fait, un marketing beaucoup plus personnalisé demain. Elisa, tu veux rajouter quelque chose? Si ça t'embête pas. Ouais, ça ne m'embête pas. Oh, merci. En fait, je pense que ChatGPT est là pour faire de l'innovation. C'est-à-dire que si vous voulez écrire quelque chose de nouveau, d'innovant, bah, typiquement, c'est pas fait pour, puisque comme je disais tout à l'heure, ça fait un résumé de choses qui existent déjà. Mais exactement comme vient de le dire Xavier, en fait, ça peut vous donner une genre de baseline, un point de démarrage avec qui vous fait toutes les choses qu'on a tendance à oublier, mais qu'il faut mettre dans une propale de projet, dans un pitch pour quelque chose, toutes les choses de base. Ça, il va vous le faire très très bien. Et puis après, vous rajoutez l'innovation. Un super assistant, en fait, c'est ça. Ouais. Xavier, c'était quoi le chaînon qui manquait dans les approches B2B et qu'est-ce que l'IA générative peut amener? Justement, je pense ça, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir démultiplier son action, démultiplier ses messages. Le drame qu'on voit dans les équipes marketing B2B, c'est qu'elles sont, il n'y a pas beaucoup de ressources. On a peu de moyens en général. Et pourtant en B2B, plus peut-être qu'en B2C, on va devoir personnaliser par rapport à nos offres, à certains segments de clientèle. Et en fait, le drame, c'est qu'on veut faire trop de choses avec pas assez de moyens. Et du coup, soit on les fait pas, soit on les fait mal. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, en termes de compétences, même dans les équipes, en fait, comme on a peu de ressources, souvent, on va être des petites équipes avec des alternants, des gens qui finalement découvrent. On demande à faire du marketing à des gens qui ont peu d'expérience et de porter le message de l'entreprise alors qu'elles n'ont pas les 10, 20 ans ou 30 ans que peuvent avoir mettons, le directeur marketing. Moi, je pense qu'avec cette révolution, les rôles vont changer. On va toujours avoir besoin du directeur, la seniorité du responsable marketing, directeur marketing. Par contre, il va pouvoir faire plus de choses avec moins, avec un meilleur contrôle. S'il met en place ce contrôle-là, peut-être on va en reparler, parce que le danger maximum, c'est au contraire de ne pas avoir de contrôle et de laisser faire sur du chat GPT des équipes sans avoir rien réfléchi ou mis aucun garde-fou. Donc là, tu ouvres aussi un peu le sujet de l'IA responsable, en fait, aussi, un peu d'éthique, un peu de contrôle, on maîtrise tout ça, c'est ça? Alors, dans le domaine de l'entreprise, et le challenge numéro 1, c'est qu'en fait, on parle au nom d'une entité commune avec des valeurs, un cadre juridique, et donc quelque part, on expose sa société. Et donc, comment on fait pour donner accès à quelque chose qui est finalement assez libre et qui est performant dans son moyen d'expression, tout en gardant le cadre de l'entreprise. Et c'est là où le modèle très ouvert de ChatGPT aujourd'hui a ses limites, et d'ailleurs rencontre un freinage au niveau des entreprises. C'est finalement, est-ce que quelque chose qui a été entraîné sur le web ouvert est vraiment le type de message que je veux envoyer? Comment j'entraîne peut-être ces ChatGPT dans mon référentiel à moi? Et donc, le cheminement logique, c'est qu'on passe d'une IA ou de 2 ou 3 IA entraînées mondialement à des IA beaucoup plus contrôlées, centrées sur peut-être votre patrimoine. Et donc, on commence à voir, par exemple, des modèles d'usage sur du helpdesk. Donc, vous avez une super base de connaissances de tous les cas clients, le support, typiquement. Ouais. C'est typiquement un cas de figure où on peut entraîner un clone de ChatGPT sur votre documentation, et elle va répondre dans votre documentation. Et les frontières sont pas encore ultra donc ça veut dire que si tu fais ça, donc si je comprends bien de la documentation, c'est un peu le corpus de données. C'est ça, il faut lui donner du contexte. Voilà. Ça évite des hallucinations. Ben, en tout cas, aujourd'hui, pour faire ça bien, il faut dans le prompt lui-même lui dire, en gros, ne t'écarte pas de ce que je t'ai donné à manger. Les dernières évolutions de ChatGPT permettent de faire digérer beaucoup plus de contenu, donc c'est un peu plus restreint, mais en même temps, pour l'instant, que ce soit ChatGPT ou Google, c'est un modèle ouvert. Donc après, il y a d'autres formes d'IA qui essayent de travailler sur d'entraîner sur un référentiel maison.
Et sauf qu'après, il y a besoin de puissance. Est-ce que ça va être aussi performant? Ça, on ne sait pas. Et la data, on la met quoi? Parce que c'est un peu le domaine public quand on écrit ChatGPT, c'est comme si on donnait tout à l'extérieur. C'est sur son propre cloud, c'est sur ses propres serveurs. Comment ça se Il y a passe? des enjeux là-dessus, sur notion de cloud souverain et de savoir est-ce que demain, il faut cantonner les données d'entraînement sur quelque chose qui est ultra sécurisé ou pas. Et c'est aussi lié à l'usage. On parlait de l'usage. Si par exemple, un des cadres d'usage où l'IA est performante, c'est dans l'autre sens, essayer de comprendre des choses qui existent sur le web ouvert. Donc là, c'est très bien parce que je vais comprendre ce que, par exemple, je vais analyser une page web ou des documents. L'IA va m'aider à comprendre quelque chose qui n'appartient pas à l'entreprise. Mais quand c'est l'entreprise qui doit s'exprimer, là, il y a une problématique de données, de privacy, etc. On va passer aux questions de la salle. Levez la main si vous avez envie de poser une question ou si vous êtes tout à fait contre ce qui vient d'être dit. N'hésitez pas, qu'on ait vraiment cet échange compte sur vous. Je voudrais te poser une question pour Elisa. Toi, tu es professeur d'informatique. Tu recommandes à tes élèves d'utiliser ces outils-là ou tu leur recommandes rien parce qu'ils le font? Et comment tu gères ça? Et puis les autres profs, comment ils vivent ça? Est-ce que je peux, avant de répondre à ta question, rebondir sur la réponse de mon collègue? Rebondis. Merci. Rebondis. En fait, j'ai un souci parce que j'ai l'impression qu'on mélange plusieurs choses là. Ouais. En fait, il y a une différence entre installer un chatbot dans votre entreprise et avoir un chat GPT qui soit ce qu'on appelle dans notre jargon fine-tuné sur vos données. Parce que ça me paraît compliqué. Alors, il y a un non-dit qui est peut-être évident pour tout le monde. Quand vous vous inscrivez sur OpenAI pour avoir accès à ChatGPT, vous donnez accès à toutes vos données, mais pas au domaine public, à OpenAI. Donc, en fait, OpenAI ne va pas réentraîner son modèle sur vos données tout de suite, parce qu'en fait, réentraîner un modèle, ça coûte très cher, d'un point de vue ressources et tout, on pourra en parler plus tard. Mais par contre, peut garder vos données, vous leur avez donné accès, peut revendre vos données à des concurrents, ça c'est tout à fait possible, on peut tout imaginer, dans le pire des mondes, tout est possible. Maintenant, ChatGPT, ce qui fait sa force et ce qui fait qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il est différent des chatbots qu'on peut installer en entreprise depuis déjà des années. C'est que, en fait, ce qui fait sa force, c'est ce trilliard ou enfin cette quantité de données complètement assourdissante. Je sais pas, c'est pas le bon mot, sur lequel il a été entraîné. C'est ça. En fait, et reproduire un chat GPT, ça se fait pas comme ça. Nous, on fait pas de... Ça coûte 100 milliards, je crois. C'est ça à peu près. C'est surtout qu'on n'a pas du tout la puissance de calcul pour faire ça. Enfin, aucun universitaire français et aucun universitaire européen, et en fait aucun universitaire tout court n'a le pouvoir de créer un chat GPT. En fait, on peut pas. Alors on a fait Bloom là. C'est bien, c'est moins performant forcément, c'est moins gros, c'est sur des données alors qu'on espère, donc c'est pas OpenAI, donc peut-être que ça va respecter plus de régulation et tout ça, mais ce ne sera pas ChatGPT, et ça n'aura pas la puissance de ChatGPT juste parce qu'il y a de l'argent et puis il y a un fil de c'est toute bien règle. qu'il y ait des initiatives comme Bloom avec Hugging Face, qu'on ait ces acteurs qui commencent à faire un peu finalement d'open source. On a besoin de ça, non? Oui, mais ce qui est rigolo, enfin... Sinon, on a perdu. Sinon, on a perdu, on donne les clés. Non, je suis tout à fait d'accord, mais enfin, ma remarque va être un peu cynique, mais en fait, tous ces outils-là existaient, et en fait, tout d'un coup, ils sont sur le devant de la scène parce que ChatGPT, qu'on ne pourra pas reproduire, et donc on ressort finalement des choses des tiroirs en vous disant ah bah oui, dans celui-là, on va peut-être finir de l'entraîner parce que maintenant, ça intéresse les gens. Enfin, on en est un peu là. Après que tu aies rebondi, moi, j'ai pas oublié ma question. Par rapport à tes élèves, qu'est-ce que tu leur recommandes? Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les pratiques? Et puis tes collègues profs, ils réagissent comment? Toi, tu es informatique, on a l'habitude de faire des copiés de code. Hein, c'est ça. C'est que, en fait, je suis dans un milieu qui est très favorable à ce genre de choses parce que, par exemple, sur la base de ChatGPT, enfin un peu dans le même genre, on a Copilot qui sert à faire de la génération de code machine. Donc ça, en fait, ça vous génère du code vraiment de manière très simple. Ça veut dire que vous avez besoin de moins de programmeurs, ça veut dire que vous avez besoin de moins d'informaticiens qui sont beaucoup plus efficaces, qui font moins d'erreurs. Enfin, il y a plein de choses intéressantes, pas trop pour les informaticiens, mais... donc on est obligé de leur apprendre à s'en servir parce qu'en fait, ça les rend vraiment beaucoup plus efficaces de se servir de ce genre d'outils.
on leur dit aussi que on est en train de se poser des questions, on leur demande de faire des rapports et des choses comme ça. On sait que maintenant, les rapports, c'est plus eux qui les font. Donc, du coup, on en est à comment on évalue des rapports d'élèves. Vu que... Et en plus, l'autre sympathique, si vous ne connaissez pas ChatGPT, c'est qu'en fait, c'est pas la génération n'est pas déterministe. Il y a une partie probabiliste qu'en plus, on peut graduer. Et qui fait que en fait, c'est même pas du tout les mêmes rapports. Donc, on est incapable de se rendre compte qu'un rapport a été généré par ChatGPT. Je vois Mathieu qui a levé la main. Est-ce qu'on peut passer un micro à Mathieu qui a une question ou une réaction par rapport à notre échange? Jusqu'à présent, je trouve ça très intéressant. Donc, merci. La question que j'ai, c'est... Oui, j'aime tout ça. J'aime le côté que ça peut nous apporter un plus, ça nous aide à être plus rapide. Ça fait que plusieurs personnes vont l'utiliser et ça va rentrer à nouveau, de ce que je comprends. Donc, est-ce qu'il y a un risque de dérive du savoir ou des contenus? Quand on lui fait écrire quelque chose, on le republie sur un blog et puis dans 3-4 ans, des gens vont reprendre le truc. Ça rentre à nouveau dedans et que finalement, on édulcore. Donc, l'omelette aux œufs de lapin, on peut la retrouver demain. Et c'est pas déjà le cas? Oui, sauf que là, il y a une vitesse qui s'intègre parce que tout le monde peut l'utiliser. Et moi, j'ai 3 enfants. J'essaie de leur montrer oui, c'est écrit sur le web, mais c'est pas nécessairement vrai, etc. Mais j'imagine, je vois la vitesse à laquelle ça va. Quand est-ce qu'on perd le contrôle et qu'est-ce qu'on fait rendu là? Est-ce qu'il est trop tard? Elisa? Je pense qu'on a déjà perdu le contrôle. Bonne nouvelle ou... Et qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Je vais réfléchir. Xavier, on a perdu le contrôle ou pas? Ou pas encore? Non, je pense qu'on a une puissance qu'on a du mal à contrôler, mais dans ces usages métiers du quotidien, je pense qu'ils ne sont pas encore bien définis ou bien implémentés. Et que dans ces usages-là, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, on va pouvoir bientôt effectivement utiliser, peut-être pour préciser, la puissance d'entraînement de ChatGPT dans l'absolu, mais également lui faire travailler sur des données ou des silos de données qui seront un peu différents ou un peu plus privés. Et donc, déjà dans cet usage-là, on va pouvoir finalement interroger un ChatGPT sur simplement une partie donnée. Par exemple, nous, on a fait des simulateurs dans lequel on fait travailler ChatGPT, mais on lui donne, on va faire un simulateur d'entretien, par exemple, avec une personne qu'on veut démarcher commercialement ou qu'on veut recruter. On va injecter en mémoire tampon, on va dire mémoire vraiment courte, des caractéristiques de la personne avec qui on veut parler. Et ensuite, on va lui dire, on va simuler un entretien. Et c'est la personne virtuellement qui nous répond en tenant compte des caractéristiques qu'on lui a données. Donc évidemment, on n'a pas reproduit un chat GPT chez nous, mais on a dit, tu sais parler comme quelqu'un d'anxieux, qui est très soucieux de telle ou telle chose. Donc on va lui donner les caractéristiques. Et ensuite, on va simuler avec le vrai chat GPT, mais contraint. On veut dire comment réagirait telle personne. Donc en fait, c'est un mix entre de la donnée à nous, en fait, qu'on lui donne un contexte, en fait, on va dire, et un entraînement sur des milliards de données qui, à la fin, donne quelque chose de personnalisé. Après, comment OpenAI, dans la boucle, réutilise les données qu'on a transmises au travers de la conversation pour ces modèles, ça c'est difficile, puis il y en aura tellement que je ne sais pas comment ils vont faire. Mais donc, je ne pense pas qu'il y a En tout cas, on peut avoir des conversations privées sur des domaines privés et essayer de maîtriser ça. Je ne crois pas que c'était la question. Enfin, je me trompe peut-être. Ouais, je vais essayer de redire votre question. La peur, c'est nos enfants utilisent ChatGPT, prennent tout pour argent comptant. Et qu'est-ce que ça va donner après? Ils l'utilisent à tort et à travers pour générer des choses qui sont fausses, pour harceler leurs copains, pour faire leurs devoirs de maths, pour répondre à leurs questions. Et donc, quand est-ce qu'on s'arrête là? C'est ça, il me semble, la question, c'était... Ouais. Donc, en fait, et la réponse alors, elle reformule bien la question, mais vas-y. Non, la réponse n'est pas simple parce qu'en fait, quand je dis on a perdu cette... parce que les outils sont là et en fait, ils sont en train de se démocratiser. Moi, mes enfants sont abonnés à Phosphore. Ça fait 3 numéros qui parlent que de ChatGPT. À chaque fois que je prends le nouveau Phosphore qui sort, je me dis, ah bah tiens. C'est pareil avec Paris Match, je te rassure. C'est ça.
Et en fait, c'est pour les ados. Bon. Et je pensais que c'était... Bon, non, bon. Et en fait, je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est éduquer. C'est expliquer ce que font ces choses et ce qu'elles ne font pas. On ne peut pas, peut-être, c'est restreindre les accès à des choses. Par exemple, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est tout ce qui va être de type deepfake. Ça me travaille vraiment parce que, en fait, que les IA, alors ChatGPT fait du texte pour l'instant, mais beaucoup font de l'image. Midjourney fait de l'image, Stable Diffusion fait de l'image. Enfin, il y a plein d'IA génératives qui font des très belles images. On peut faire des images avec n'importe quoi maintenant, rajouter des bouts à d'autres choses. N'importe qui peut faire ça maintenant. Et c'est vrai que ça démultiplie les risques dans la vie courante. Donc le fameux « je ne crois que ce que je vois », c'est foutu, quoi. Ah ouais, C'est non, ça. là, Ouais. c'est fini. Là. Ok. Il y avait une question dans la salle. Moi, j'ai une remarque juste par rapport pour faire le parallèle avec la. Moi, je suis passionné de mobilité. Et si on se transpose plus de 120 ans en arrière, donc au début du 20e, On rappelle avec un peu, l'arrivée des automobiles, on a une puissance forte, on a des kilométrages qui sont très forts, et il y a eu une régulation. Et quand on fait le parallèle avec ça, il y a des spécialistes qui disaient non, mais le corps humain ne supportera pas des vitesses de 90 km/h dans des trains, les corps se désagrégeront, etc. Il y a eu une vraie régulation par rapport à ça. Il y a eu des morts sur la route, beaucoup. Et donc, il y a eu une régulation, des gendarmes couchés, des coussins berlinois, des stops, des feux rouges, des machins. Tout est arrivé et on a régulé tous ces flux-là. Et Stephen Hawking disait sur l'IA, si on ne régule pas, on est mort. Alors, je ne sais pas comment on va être mort, mais je pense qu'il y a une nécessité de régulation. Et quand vous parlez, Elisa, de dire qu'il faut dire aux enfants de l'utiliser comme ci et comme ça, mais ça ne marchera pas. Je ne pense pas. Non, mais c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai d'abord été un peu bouche bée parce que je sais. Effectivement, j'y crois pas trop moi-même, dans le sens où, ben oui, en fait, il faudrait presque pas réguler, mais interdire. Il y a eu une lettre ouverte des grands chercheurs, Bengio et compagnie, Hinton et tout ça, sur le fait de calmer le jeu sur l'IA en recherche, parce qu'en fait, on n'arrive plus à suivre. Moi, c'est un domaine, ça fait 20 ans que je travaille dans ce domaine-là. Honnêtement, le matin, je me lève et je me demande qu'est-ce qui va me tomber dessus aujourd'hui. C'est vraiment ça qui se passe. Il y a une accélération qui est monstrueuse. Maintenant, est-ce que l'humain est capable d'arrêter? Je ne suis pas certain. Ce que tu sous-entends, c'est quoi? C'est pas tellement l'IA générative, le problème, ce sont les humains, c'est ça? On peut lui redonner le micro, pardon. Et de toute façon, il y aura une question juste à côté. Non, c'est justement cette puissance incontrôlée et incontrôlable. Là, on est là aujourd'hui, dans 3 ans, ça va être juste délirant. Donc, s'il n'y a pas un organisme étatique, quel qu'il soit, régulateur, ça va être compliqué. Je pense qu'on n'imagine même pas en termes de défense ce que vivent les armées aujourd'hui, et Rennes est bien placé en termes de cyber pour connaître ces sujets-là. Je crois qu'on est à milieu de se rendre compte de ça. Je crois que la voyez ce que je veux dire, je crois que la Commission européenne et le Parlement sont en train d'amener un certain nombre de règles. Ils travaillent dessus. Alors, c'est toujours pas aussi rapide que ce qu'on aimerait, mais il y a du boulot qui est fait. Est-ce que tu peux passer le micro à la personne qui est à côté de toi, qui voulait réagir ou avait peut-être une question? Bonjour. Oui, pour revenir à ce que disait mon collègue, c'est que en fait, ça va tellement vite aujourd'hui que là, au bout de 3 mois, il y a des chances qu'on puisse voir sur nos ordinateurs en local des formes de ChatGPT qui sont utilisées sans Internet. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir utiliser Ça fonctionne très bien. test-là Ça fonctionne très bien. Ouais. sur des questions assez basiques, mais effectivement, avec des datas en local qui pouvaient répondre à une question sans que je sois connecté à Internet. Et c'est fou, parce que ChatGPT, on en parle aujourd'hui, mais au final, c'est limite déjà presque dépassé avec toutes les autres formes d'IA, puisque c'est en open source, qui arrivent à s'adapter à ce que fait les IA aujourd'hui, quoi. Ok, noté. Bon, là, avec Lama, tu as installé Lama sur ton ordinateur, c'est ça, un truc comme ça? Ça fait- Pas loin. On va passer le micro. Il y a une main qui s'est levée. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais vous poser une question sur la concordance des temps et la cohabitation de plusieurs technologies. On a l'IA générative qui arrive, juste après une séquence qui a été très forte sur la crypto, sur les blockchains. Aujourd'hui, on sait que cette IA va générer un nombre incroyable de contenus, donc poser des questions de propriété intellectuelle, de
à qui appartient ce contenu. Est-ce que je suis propriétaire du prompt qui a généré une image, donc propriétaire quelque part de l'image? Il se trouve que la concordance de temps potentiellement est bien faite parce qu'on vient de sortir de cette première phase crypto. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas dans cette concordance-là une forme de... Enfin, j'aimerais bien vous entendre sur... Est-ce que si on met l'un avec l'autre, on n'a pas un début, pas de solution, mais de consolidation d'une propriété intellectuelle qu'on pourrait aller rapidement mettre dans la blockchain? Vous veux dire que le Web3 serait une composante blockchain IA Ouais. pour éviter ces biais? Ouais. Elisa, Xavier? Pour protéger en fait l'origine un petit peu c'est ça, du contenu. Je pense que ça peut avoir du sens sur certains contenus, mais de manière plus générale, je ne sais pas si c'est pas une course perdue d'avance ou finalement qu'il n'y a pas tellement de sens. C'est compliqué de pouvoir se dire. Je me souviens il y a quelques années, on parlait de curation et on se disait donc c'était les humains qui sélectionnaient du contenu pour le repartager sur les réseaux sociaux vers d'autres humains, et on se disait c'est un scandale parce que finalement ils s'approprient le contenu, donc il faut citer, on va dire, sa source. Mais là on est au-delà, puisqu'en fait déjà ChatGPT on voit pas la source. Nous là en ce moment on teste le Bard, donc qui a un début de source mais qui est pas vraiment lié avec le contenu, donc ça donne plus des références. Donc je pense que sur certains contenus on parlait du texte en particulier, c'est un peu peine perdue, et c'est vrai que ça pose des problèmes de propriété, mais même, nous on fait des tests de création, par exemple, vous faites créer on a fait une application par exemple pour aider les parents à écrire des histoires à leurs enfants le soir. Vous pouvez demander à ChatGPT de m'écrire une histoire dont mes enfants sont le héros, inspirée de tel ou tel conte. C'est une histoire originale qui s'inspire, voilà. Et finalement, est-ce que en tant que consommateur, ça m'intéresse pas plus, là, à un instant T, d'avoir ça, plutôt que, voilà, et de savoir d'où vient le conte? C'est un nouveau contenu original créé par une IA et qui me sert à moi, qui m'est utile dans ma vie de tous les jours. Donc, c'est vrai que je pense que tout ce qui est filiation des œuvres, c'est ultra compliqué, parce que même je crois que c'est les Américains qui ont défini qu'effectivement une œuvre recréée à partir de l'IA est une nouvelle œuvre originale, même si on lui dit et qu'elle peut faire une copie ou s'inspirer d'un artiste, et on a l'impression que ça vient de l'artiste, et c'est parfait, ou c'est une œuvre originale, mais qui respecte le style de l'artiste. Ultra compliqué de remonter à l'artiste, parce qu'il ne l'a pas faite en fait, cette œuvre-là. Il faudrait interdire les copies originales inspirées d'artistes. Ça remet dans la boucle un peu les NFT, ces titres de propriété numérique qui permettent de voir que j'ai vraiment propriétaire de l'original, c'est ça? En tout cas, moi, je pense, juste pour répondre par rapport à ça, je pense que le NFT est une protection pour l'artiste lui-même. C'est-à-dire que l'artiste lui-même va pouvoir identifier ses propres œuvres originales quand il les diffuse. Et donc, on pourra contrôler, il aura le moyen en gros, d'estampiller le fait que ça vient bien de lui, et potentiellement de protéger des revenus sur sa propre œuvre. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire quand on tombe sur un contenu ou générer des contenus, si finalement ce qui nous intéresse, c'est pas forcément que ce soit l'œuvre originale de la personne, on va pas interdire ça. Il reste quelques minutes, j'ai une question qui vient d'arriver là, un micro, et après on passera ici. Vas-y. Merci beaucoup. J'avais juste une petite question, je voulais revenir sur l'aspect interdiction que vous mentionniez tout à l'heure, Elisa. Moi, je vous avoue que je ne suis absolument pas pour l'interdiction, mais plus pour savoir comment est-ce qu'on va le faire, surtout dans l'aspect, on va dire, éducationnel des enfants. Et justement, dans l'aspect éducationnel, que ce soit vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis de nos employés, quels sont, et en tant que peut-être que chercheur et universitaire, comment est-ce que vous voyez ça aujourd'hui, Elisa? Comment est-ce qu'on va pouvoir effectivement aller sur le côté éducationnel auprès des enfants, auprès des adolescents, auprès de nos employés, parce qu'on est beaucoup dans comment l'utiliser en entreprise, mais personne ne montre encore aujourd'hui comment, avec ses limites. Comment est-ce que vous voyez peut-être plus sur un aspect éducationnel? Elisa. Oui, alors d'abord, je sais pas pourquoi, je sais pas si je serais pour une interdiction ou pas non plus, c'est pas très clair dans ma tête non plus. C'est juste que je crois pas que, en fait, je pense que la seule manière d'enrayer la progression actuelle un peu effrénée qu'on a sur l'IA, ce serait de couper, et que ça me semble pas possible. Voilà, c'était juste ça. Après, comment on peut faire? Eh ben, on fait ce qu'on fait déjà pas mal, c'est-à-dire qu'on va avoir les enfants dès la primaire, on va leur expliquer comment ça marche, on va leur montrer que
que même quand ils ont 8 ans, ChatGPT est tout à fait capable de leur fournir une biographie Bah, oui, oui, non, c'est une vraie question, hein, ouais. Donc là, je ne sais pas si vous entendiez, elle disait, mais on ne l'a jamais fait, on ne l'a pas fait pour Internet, on ne l'a pas fait pour les réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que, par exemple, votre accent est québécois, non? Non, non, c'est Je toi, sais- c'est toi qui as un accent, je te Ah, signale. pardon, d'accord. Mon accent à moi, en tout cas chez nous, là, au collège et au lycée, il y a de plus en plus de sensibilisation. Il y a des cours, par exemple, ce qu'ils ont tous en tronc commun en seconde. Alors vous allez me dire, la seconde, c'est tard. On va leur parler de réseaux sociaux, on va leur parler des risques qu'il peut y avoir et des bienfaits des réseaux sociaux. Donc il y a une certaine... enfin, je pense qu'on essaye de faire ça. Je pense qu'il faut le faire encore plus. Et là, je pense que le danger est vraiment grand, peut-être encore plus qu'il l'était. Et déjà, les réseaux sociaux, en termes de côté néfaste sur la vie privée, en particulier des enfants, c'est assez monstrueux. Mais là, ouais, tout ce qu'on peut faire, c'est en parler le plus possible, leur expliquer ce que ça fait, ce que ça fait pas. Et je pense qu'on ne peut pas passer ça. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas dit tout à l'heure, juste pour finir, et ça va dans le sens de ce que me demande madame. Donc oui, je demande à mes étudiants, je leur explique comment ça fonctionne, et oui, je leur conseille de l'utiliser parce qu'en informatique, ça me paraît adapté. Maintenant, imaginez-vous la position d'un prof de philo ou un prof d'histoire géo actuellement. C'est démentiel ce qui est en train de se passer pour eux, parce qu'en fait, ils ne peuvent plus... c'est pas possible de donner des devoirs en classe tout le temps aux enfants, leur demander de réfléchir sur papier en classe. Donc en fait, on se sert beaucoup, les enseignants, de vous allez faire ça, vous me rendez une copie double sur le sujet, machin. Et en fait, plus jamais, les enfants ne vont rendre une copie double qu'ils ont fait eux-mêmes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire sur la capacité de réflexion des enfants, sur ce qu'on leur enseigne pour réfléchir là, il y a un souci, hein. J'entendais samedi un prof qui a pris les devants, qui a demandé à ses élèves en disant écoutez, utilisez cet outil, imaginez une conversation entre Jung et Freud, travaillez sur le sujet, on va analyser ensemble la réponse. Qu'est-ce qu'il y avait comme bêtise? Qu'est-ce qu'il y avait comme erreur? Qu'est-ce que vous apprenez? Est-ce que c'est possible que l'un ait dit ça? Et donc, il les a appris à aller chercher. Il a juste revisité son job. Si son job, c'est d'apprendre aux élèves à prendre de la hauteur, à réfléchir, je trouve que ce mec est dans le juste. Si c'est pour apprendre et réciter et recracher, c'est un truc de machine aujourd'hui, quoi. Donc, à mon avis, il faut changer. Il y a une question qui est là. Ce sera la dernière question. Merci. Tu as intérêt à bien la choisir. Ouais, merci. Merci. Moi, je reviens sur la propriété des contenus. Et j'avais une question. À partir du moment où une entreprise se connecte aux API, souscrit à une licence payée, enfin, on a la tarification, je l'ai vu. Dans ce cadre-là, j'ai compris que la propriété était à l'entreprise lorsqu'il y avait création des contenus. Est-ce que vous avez... Xavier. Je pose la question parce que je n'ai pas creusé à fond. Ouais. Xavier. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, les données dont on parlait tout à l'heure, en disant OpenAI a accès à nos données, OpenAI ne va pas aspirer vos bases de données à avoir accès à des données que vous ne lui fournissez pas. Par contre, à partir du moment où vous lui posez une question, cette question-là en tant que telle peut être utilisée. Alors, dans les dernières, suite aux premières réactions, ils ont mis effectivement dans les CGV qu'ils n'allaient pas l'utiliser pour leurs propres besoins, mais quelque part, techniquement, ces données sont envoyées sur des plateformes, peuvent être historisées et réutilisées en tant que telles. Mais ce n'est pas pour autant qu'on leur laisse nécessairement la propriété des données ou de ce qui est dit dedans. Mais vous, c'est un risque que vous exposez. C'est-à-dire quand vous posez si vous laissez, par exemple, quelqu'un dans vos équipes dire on a développé ce truc magique, ultra concurrentiel, ultra secret. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui ressemblent à ça dans le monde? Le simple fait de lui envoyer cette information, vous révélez de l'information. Donc, c'est aussi dans l'éducation, on parlait de l'éducation des enfants, mais aussi des employés, et aussi les outils qu'on leur met à disposition. Donc, tu disais au début, est-ce qu'il faut verrouiller l'accès à ChatGPT, qu'à un moment donné, avec l'Internet, on verrouillait par des proxys l'accès à Internet carrément. Ils font ça très bien en Chine. En Chine, ils font ça très bien. Ouais, voilà. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un élément de solution, et c'est ce sur quoi nous, on bosse, c'est de se dire, l'interface ChatGPT ouverte, c'est vraiment que le début et c'est pas très performant en plus. On perd du temps. Donc, dans un milieu entreprise, c'est pas forcément là où on va déployer ça. On va
créer des outils au-dessus de ça qui vont exploiter en sous-main, qui vont en gros écrire les prompts. Enfin, heureusement, vous n'allez pas avoir à apprendre à écrire des prompts. Normalement, vous allez avoir accès à des plateformes qui elles-mêmes écrivent des prompts pour vous par rapport à un besoin donné, en mettant un peu de contrôle sur vos données. Et c'est ça qui fera qu'il y aura une adoption massive de l'IA et un vrai usage quotidien, et non pas qu'on se dise tous, tiens, il faut que j'apprenne à écrire des prompts en essayant 5 fois pour avoir le résultat que j'attendais. J'ai compris qu'on n'en était qu'au début. On peut les applaudir tous les deux. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à vous.